Bienvenue à tous et à toutes pour cette deuxième journée des quatrièmes rencontres ufologiques de Montsoreau, consacrée à la troisième partie sur les phénomènes ovnis du 5 novembre 1990. Didier Gomez et moi-même allons présenter donc des cas extraordinaires pour lesquels aucune explication ne peut être avancée par rapport à la thèse officielle de la rentrée atmosphérique. Tout d'abord, une petite image pour se rappeler, se souvenir de personnes avec lesquelles nous avons travaillé, des ufologues de talent, de qualité, avec des caractères trempés, qui ne sont malheureusement plus là. Donc une petite pensée pour eux et tous leurs proches. Donc comme je vous l'ai dit, troisième partie. Donc hier nous avons présenté les faits en France et à l'étranger, des cas extraordinaires en Anjou et en Touraine, et donc ici avec Didier, donc des cas extraordinaires en France. Premier cas qui a été débusqué par un des membres de l'association qui est passionné, notre trésorier passionné par l'aéronautique, émanant d'un site qui s'appelle aerolegende.com. Jean-Denis, est-ce que tu pourrais venir nous dire quelques mots sur cet organisme? Donc c'est un article qui a été trouvé sur Internet, qui date du 28 septembre 2024, que nous ne connaissions pas ce cas. Merci. Oui, c'est un blog, hein, tout simplement, qui concerne les gendarmes pilotes d'hélicoptères et d'avions. Enfin, ils en ont pas pour l'instant, ils en auront peut-être bientôt. Et c'est un simple blog, tout simplement. Ils discutent entre eux de l'actualité aéronautique essentiellement. Et là-dedans, on trouve effectivement des informations concernant les observations un peu atypiques, dont celle du 5 novembre 1990 que Frédéric va vous exposer. Merci Jean-Denis. Alors, cet article en fait fonctionne selon un système en fait de questions-réponses. Donc Aérogende, dépendant de la gendarmerie, donc l'aéronautique dans la gendarmerie pose la question suivante donc à ce pilote. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que vous faisiez au moment des faits? Alors, tout d'abord, je suis pilote d'hélicoptère, ex-ALAT, donc école de spécialisation de l'aviation légère de l'armée de terre. Aujourd'hui à la retraite. À l'époque, il était moniteur d'hélicoptère à la 6e brigade à Les Alat de Dax. Il totalise 6000 heures de vol, dont 1500 heures de nuit, titulaire de la médaille de l'aéronautique. Les faits se sont passés dans la première partie de nuit du 5 novembre 90. J'étais en séance d'instruction au vol de nuit classique avec un élève sur le terrain de Péréo-Rad, qui se situe une vingtaine de kilomètres au-dessus de la ville de Dax. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Oui, je connais, oui. T'es pas très loin. Il y avait plusieurs appareils en vol de nuit avec le mien sur les autres terrains d'entraînement. J'ai du mal à lire là ici. C'est pour l'école. Et c'était la fin de la première rotation. Nous venions d'effectuer une séance de tour de piste. Et je rentrais à la base avec mon élève à bord d'une Alouette 2, un hélicoptère léger utilisé alors pour la formation des futurs pilotes d'hélicoptères. On lui pose la question, quelle est la forme de l'objet et son ordre de grandeur à peu près? C'est une forme triangulaire et il est beaucoup plus gros qu'un avion de ligne. Donc là, on reprend. Quelle est la forme de l'objet et son ordre de grandeur à peu près? C'est une forme triangulaire, il est beaucoup plus gros, écoutez bien, qu'un avion de ligne. Cela m'a paru plus gros qu'un Boeing 747. Que remarquez-vous en particulier sur cet aéronef? Je vois des tourbillons magistraux sur les angles inférieurs du profil qui a la forme d'un profil delta. C'est ce que je constate à cet instant précis. L'objet se déplace de ma gauche vers la droite, à une vitesse semblable à celle d'un appareil conventionnel, plutôt lente. Il est sombre avec des feux qui clignotent dans tous les sens. Bizarrement, et je devine sous lui un halo orangé qui proviendrait de sa surface inférieure, son intrados. Il déclare, donc je m'entends dire à l'élève, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors les gens donc posent la question, des tourbillons marginaux, un halo orangé. Oui, ces phénomènes sont bien connus des pilotes de chasse lorsqu'ils adoptent des angles d'incidence élevés, ou des pilotes de ligne lorsque leurs aéronefs passent dans des zones d'air humide, lors de leur phase d'approche ou de décollage. Je vois donc des tourbillons marginaux au niveau des extrémités pointues de la voilure de cet aéronef. Quant au halo, ou ce qui semble provenir de l'intrados de cette aile volante, je la devine sous lui, avant qu'il ne vire devant la ville. C'est une lumière bizarre de couleur orange, qui serait donc projetée par le phénomène. Voici la forme de l'objet survolant l'aérodrome de Dax, tel que le témoin l'a reconstitué depuis son hélicoptère. Donc il se trouve au-dessus de l'objet.
Et ce cas est très intéressant parce qu'on a peu de cas effectivement de rencontres de cet ordre-là par un pilote chevronné qui observe un des phénomènes du 5 novembre 90 vu de dessus. Ce qui exclut, bien évidemment, là, ici, l'hypothèse d'une rentrée atmosphérique. Après, je me permets un petit commentaire. Donc, c'est un cas super intéressant qui ressort quelques années après les faits survenus durant la soirée du 5 novembre. Ce qui est intéressant de noter, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un pilote d'hélicoptère donc qui est en train de former un élève. Donc, c'est des données quand même qui peuvent paraître fiables. Donc là, effectivement, on a un cas quand même qui pose question. La soirée du 5 novembre, alors j'en ai un peu parlé vite fait hier. Il y a eu bien une rentrée de débris spatiaux, donc qui est lors de la mise en orbite du satellite de télécommunication Horizon 21. Il y a des débris qui sont rentrés dans l'atmosphère, mais en même temps, il y a eu des tas de témoignages. Alors c'est une source inépuisable de cas puisque il y a eu des centaines et des centaines de témoignages qui, on va en voir d'autres un peu plus tard, qui font état de structures géométriques assez grandes, qui sont passées à des altitudes assez basses. Certains phénomènes, on le verra, je vous donnais un exemple tout à l'heure, sont allés jusqu'à éclairer le sol, on fait des demi-tours. Voilà, c'est des masses gigantesques qui ont été vues pendant un laps de temps assez court, à peu près 1 heure de temps, entre le début et la fin des témoignages qu'on peut avoir, même si on a des cas la veille et les jours suivants. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire, même encore à l'heure actuelle, nous avons des nouveaux cas qui apparaissent suite à des témoignages de témoins qui font référence à des phénomènes du 5 novembre 90. Le dernier en date que nous avons pu retrouver, c'est cet été, j'ai rencontré dans un baptême quelqu'un qui avait observé un des phénomènes du 5 novembre 90 dans le quartier, au-dessus des quartiers des Banchais, vers 19h, une grande forme triangulaire noire qui a survolé très très lentement les immeubles. Donc l'enquête continue, elle est loin d'être close et les témoins se rappellent même 35 ans après du phénomène, tellement ça les a imprégnés, marqués, concernant les caractéristiques, par rapport aux caractéristiques de ce qu'ils ont observé. On continue sur ce témoignage. Donc l'article de l'an dernier. Donc alors maintenant, 34 ans après les faits, que pensez-vous de la version officielle? Donc le SEPRA est devenu le GEPAN et les conclusions de cet ensemble de témoignages sur cette nuit particulière ont été rendues. Oui, le GEPAN privilégie l'hypothèse d'une rentrée atmosphérique. Précisément, il s'agirait, le mécanisme conditionnel, du survol d'un nuage de débris du 3e étage de fusée soviétique Proton qui serait passé à une altitude de 100 à 50 km à une vitesse décroissante de 7 à 2 km par seconde, donc 25 000 à 7 200 km par heure. Donc le GEPAN estime, pour le citer, qu'un témoin quel qu'il soit ne peut estimer la distance d'un objet inconnu, a fortiori des points lumineux de nuit. Cependant, son cerveau estime inconsciemment une distance à partir de l'intensité lumineuse du phénomène. Donc ce pilote déclare « Je suis absolument sûr et certain de ne pas avoir vu ni mes camarades moniteurs d'hélicoptère, ne pense pas avoir vu cette nuit-là les débris d'une fusée soviétique. Je rappelle que l'engin n'a pas effectué une trajectoire haute, là comme les débris d'une fusée chutant de l'espace, mais que j'étais légèrement au-dessus d'un aéronef en basse altitude et que cet aéronef a maintenu son altitude à une vitesse quasiment équivalente à un aéronef classique. Écoutez bien, ça j'aurais dû mettre le plan le concernant, qu'il a effectué un virage à vitesse lente en masquant la ville de Dax qui était de couleur sombre. Le seul point commun avec une rentrée dans l'atmosphère des débris d'une fusée, c'est l'accélération impressionnante du vecteur après son virage. J'ai une précision à apporter par rapport à la version du CEPRA à l'époque, parce qu'attention, moi j'ai discuté de cette soirée avec Jean-Jacques Velasco, qui était le directeur du CEPRA. Lui, dans la version officielle, il prend bien en considération les cas qui ont été rapportés à la gendarmerie. C'est-à-dire que certains cas qui font état de grosses structures, mais tels que on peut le voir là, ou notamment l'affiche des rencontres de ce week-end, qui fait état d'un cas aussi d'une masse impressionnante. Si ce rapport-là n'a pas été déposé en gendarmerie, le CEPRA, pour lui, c'est
était inconnu. Donc quand Jean-Jacques Velasco disait nous la version officielle, oui c'est une rentrée de débris spatiaux, il s'en tenait à certains témoignages effectivement qui faisaient état de la rentrée. Voilà. Donc c'était un peu pour mettre le bémol. Il y a certains cas extraordinaires, il n'y a pas eu de rapport de gendarmerie, donc le GEPAN officiellement n'en a pas connaissance. Voilà. Donc ça me semblait intéressant de commencer par ce cas, je dirais pas inédit, parce que tout le monde peut y avoir accès, mais qu'on a pu débusquer par rapport à un phénomène émanant d'un pilote chevronné, qui observait avec plusieurs personnes ce phénomène. Alors, il faudrait savoir effectivement si au niveau de la ville de Dax, des témoins au sol auraient observé ce genre de phénomène. Là, il y a encore tout un gros travail de terrain à mener. On va passer à un deuxième cas qui est connu, je dirais, qui est une référence d'un des cas du 5 novembre 1990. Donc j'ai extrait source documentaire pour la représentation de Jean-Gabriel Grelet qui est à droite, donc qui est quelqu'un connu dans le domaine de l'ufologie, mais pas que, dans le domaine de l'aéronautique. Savoir que c'est un ancien pilote qui a été formé à l'US Air Force, qui a une expérience en tant que pilote considérable. Et donc cette photographie est extraite de la revue Mystère, qui a consacré une bonne partie d'un numéro sur la vague du 5 novembre 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a aussi des vidéos, il y avait une émission Mystère qui passait régulièrement. Donc là, associé à cette émission, vous avez donc une revue, et cette revue donc date du 6 décembre 1993, soit 3 ans après la vague du 5 novembre 90. Et oui, ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, donc Jean-Gabriel Grelet, commandant de bord à la retraite sur Boeing, à cette époque-là, donc effectivement, il était professeur de judo. Il sortait du dojo avec quelques camarades et en sortant du dojo, il voit voilà ce qu'il a qualifié de ville volante, avec des dimensions gigantesques, avec 2 phares qui éclairaient vers le sol et 2 traînées lumineuses, comme on le voit là sur le graphique. Effectivement, ça fait l'objet d'un reportage dans la série Mystère. À l'époque, c'était Alexandre Balou qui présentait cette émission. Et comme la série a bien marché à l'époque, il y a eu ensuite la revue Mystère, on a vu la couverture, donc qui a repris un peu les cas qui étaient présentés je crois que c'était TF1 qui diffusait cette émission. Voilà, donc c'est un cas très important parce qu'il y a plusieurs témoins, parce que Jean-Gabriel Grelet aussi, c'est un pilote qui a été capable d'estimer les dimensions, prendre des mesures par rapport à la trajectoire du phénomène observé, et puis surtout il a pris son bâton de pèlerin aussi pour démocratiser un peu l'ufologie à travers cette observation-là. Donc ensuite, il a écrit plusieurs livres sur le sujet. J'ai pu le rencontrer aussi à plusieurs reprises. Voilà, il a un peu donné aussi du crédit à l'ufologie, peut-être ce qui manquait à une époque. Et voilà, ça a permis aussi peut-être de recueillir aussi d'autres témoignages liés à la vague du 5 novembre 90. La source de ces 2 documents là, qui sont présentés, donc le dessin, c'est extrait de ton ouvrage, L'heure des ovnis. Malheureusement, il se trouve que... Mais épuisé depuis hier. Depuis hier, donc t'es pris d'assaut. Merci à vous. Mais vous pourrez toujours vous le procurer si jamais vous le souhaitez, en prenant contact avec Didier. Et donc tu avais noté à l'époque, parce que cet ouvrage est sorti, rappelle-moi, à quelle année ton ouvrage, L'heure des ovnis? Il est sorti en 2001. 2001. Et donc tu as noté à l'époque, donc c'est le cas de Grèce Armainvilliers en Seine-et-Marne. Et donc ce cas est intéressant à plusieurs titres. Un nombre appréciable de témoins, 7. 2 d'entre eux sont des professionnels de l'aéronautique. Donc la connaissance de l'altitude est possible puisque l'objet est entré dans un nuage à faible développement vertical, dont la hauteur entre 400 et 500 mètres était enregistrée par les services de la météorologie nationale. Donc c'est très précis. L'engin a effectué 2 virages de plus de 30 degrés chacun, donc changement de direction. Les 3 tronçons de la trajectoire observée furent exécutés rapidement, le premier en descente, les 2 suivants en vol horizontal. Il faut essayer d'imaginer comment ça fonctionne. Ces manœuvres, des dimensions angulaires importantes, longueur 30 degrés, épaisseur 6 degrés, et l'entrée dans un nuage bas exclut totalement l'hypothèse d'une rentrée atmosphérique.
Les caractéristiques notées par les témoins, lumière, phare, forme générale, ne permettent aucune identification. Le calcul, lui en tant que professionnel et spécialiste, donne pour le phénomène de grandes dimensions, 300 à 400 mètres de longueur et 60 à 80 mètres de haut. Connaissez-vous un type d'aéronef à l'heure actuelle de cet ordre, avec ses caractéristiques, notamment au niveau de la forme et du fait que l'objet soit dans un silence le plus total. Ce qui est extraordinaire, c'est que des cas comme ça, alors pas aussi gigantesques, mais on en a des dizaines et des dizaines là, sur la soirée du 5 novembre 90. Donc effectivement, alors moi, comme je disais hier, j'ai vu la rentrée. On voit des photos dans le hall ici de Paris Match où on voit une traînée lumineuse. Moi, c'est exactement ça que j'ai vu, puisque j'étais sur le site de la Plaine Saint-Denis en région parisienne. Mais c'est vrai qu'à partir du lendemain, dans la presse, quand on a vu plein de témoignages qui étaient complètement différents et qui faisaient état de structures géométriques de grande envergure, on se demande, et pour relayer ce qu'a écrit à plusieurs reprises Joël Ménard dans Lumière dans la nuit, s'il n'y a pas eu un parasitage. Alors après, pourquoi, comment, toute la question est là. De parasitage, que le phénomène OVNI, ou ce qui est à la source du phénomène OVNI, a profité d'une rentrée atmosphérique avec un ciel limpide, dégagé, aucun nuage, pour apparaître. Alors après, voilà, on ne sait toujours pas pourquoi c'est survenu. Pourquoi ça a duré quelques dizaines de secondes pour certains, à 1 ou 2 minutes pour d'autres. Là, on n'a toujours pas les réponses, mais par contre, des cas comme celui d'Armand-Villiers, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel, mais on en a beaucoup d'autres qui posent question. Comme tu dis, on ne peut pas nier l'existence de phénomènes qui ne peuvent pas s'apparenter à une rentrée atmosphérique, avec des caractéristiques extraordinaires. Mais il va de soi que tous les cas n'ont pas été répertoriés. On est quand même sur des milliers, voire des dizaines de milliers de cas d'observation qui défient l'entendement humain, je dirais, par rapport à nos capacités technologiques. Et voilà. Alors après, comme tu dis, on ne sait pas le pourquoi du comment, on ne sait pas quand en est l'origine, on ne sait pas pourquoi, comment, que s'est-il véritablement passé, ça reste un grand mystère. Mais on ne peut nier l'existence de ces phénomènes et notamment du nombre de témoins qui ont été impactés durablement et qui, même à l'heure actuelle, se souviennent, comme si c'était hier, hein, de leurs observations. On va passer à un troisième cas, qui est un cas qui a été publié dans Paris Match le 9 novembre 2015, concernant un témoignage inédit, parce qu'on en trouve encore. Alors, savoir que Paris Match suit quand même assez régulièrement les phénomènes ovnis depuis longtemps, hein. Je pense que c'est quand même un des magazines où régulièrement vous avez des articles, notamment sur les ovnis aux États-Unis, et qui rapportent un certain nombre de cas. Donc là, j'ai mis une partie du texte parce que c'est un long témoignage, hein, c'est plusieurs pages. Donc le 5 novembre, donc voilà le témoignage, voilà le résumé. Donc 5 novembre 1990, vers 19h, des milliers de personnes en France ont vu des objets extraordinaires dans le ciel. Pour les autorités, il s'agissait simplement de la rentrée dans l'atmosphère d'un étage de fusée soviétique. Une explication qui a convaincu 3 petits points, ceux qui n'ont rien vu. Mais pas les nombreux témoins de l'époque, dont Freddy Sailly, donc il fonctionne à visage découvert, hein, qui a accepté de nous faire part de son témoignage inédit. Donc, ceci est donc, là c'était donc pour le 30e anniversaire, c'est donc l'anniversaire d'un événement bien peu commémoré. Et pour cause, vers 19h, le 5 novembre 90, il ne s'est rien passé si ce n'est l'entrée dans l'atmosphère du 3e étage d'une fusée soviétique, selon l'explication officielle fournie 4 jours plus tard, le 9 novembre. Pourtant, dans toute la France, des milliers de personnes, peut-être beaucoup plus, ont vu quelque chose de très différent. Des témoins décrivent une ville flottante. On a des cas en Anjou, effectivement, où des témoins nous disent que ça couvrait l'intégralité de leur champ visuel et qu'il y avait comme une ville au-dessus de leur ville, ou village. D'autres évoquent des changements de direction et de vitesse, des vols stationnaires, un objet qui suit le relief du paysage, se déplace sous la ligne d'horizon où il illumine la cime des arbres. Donc il laisserait suggérer soit des phénomènes imposants de très grande dimension ou très rapprochés par rapport au sol. Parmi ces témoins figurent des militaires et des gendarmes,
un fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, plusieurs maires, 2 contrôleurs aériens. Tous sont convaincus d'avoir vu autre chose qu'une banale rentrée atmosphérique. L'explication officielle fournie par le Centre national des études spatiales a suscité un torrent d'indignation chez toutes les personnes sincères qui avaient transmis leur observation aux autorités compétentes, au point même que, je sais pas, vous pourrez le voir sur les archives de l'INA, Alain Delon, invité dans l'émission 7 sur 7 avec Anne Sinclair, a fait part de son indignation. Alors, je vous invite à aller voir ce témoignage d'Alain Delon, indépendamment de l'individu ou de l'acteur. C'est, je pense, quelqu'un qui est suffisamment informé, suffisamment fait d'un certain nombre de choses pour pouvoir déclarer ceci devant Anne Sinclair et remettre en cause l'hypothèse officielle. Revenons donc au témoignage de Freddy Sailly. Donc c'est l'un des témoins, de ces témoins privilégiés de cette vague d'observation. En 1990, il n'avait que 15 ans. Il n'avait pas transmis son témoignage à la presse ni aux autorités. Un quart de siècle plus tard, il n'en démord pas. Ce qu'il a vu n'était pas un étage de fusée soviétique, il a accepté de nous transmettre son récit inédit et très détaillé d'un événement resté gravé dans sa mémoire. Il déclare « L'objet n'a rien de commun avec ce que j'ai pu voir auparavant, météorite, avion digne ». Là, j'ai fait une petite césure parce que le texte était un petit peu long. J'ai voulu mettre vraiment en avant les points les plus saillants, les plus importants de son témoignage. L'objet paraissait immense, mais il faisait tellement sombre que je ne pouvais pas distinguer sa forme exacte. Juste une forme à l'arrière avec toute cette petite lumière et un gros faisceau de lumière rouge d'un diamètre important. Ce faisceau s'est d'ailleurs arrêté lorsque cet objet est passé au-dessus de la vallée entre les 2 montagnes. Aucune odeur, aucun son, un déplacement très lent. Mon observation a duré environ 2 ou 3 minutes, ce qui est relativement long. Je pense que c'était une chance de me trouver dans les Pyrénées ce soir-là, car j'étais un peu en hauteur. Donc c'est situé à 650 mètres d'altitude. Sur la photo, donc la photo que vous avez, je ne l'ai pas développée, voilà, l'objet en question avec le faisceau. Donc il a schématisé l'objet par de petits points orange, mais il y avait des points rouges, bleus, etc. Ils étaient tous fixes et ne clignotaient pas. Le faisceau rouge, quant à lui, s'est arrêté lorsque l'objet atteint la vallée en direction d'Otakam. Je ne connais pas du tout cette région, mais... C'est côté de Lourdes. Bien, merci. Le déplacement de l'objet s'est effectué par rapport à la photo de gauche vers la droite, c'est-à-dire d'ouest en est, qui corroborait là, du coup, l'hypothèse, évidemment, de la rentrée, de l'axe de la rentrée atmosphérique. Pour revenir à la taille de l'objet, il ne doute pas qu'il était énorme, car le ciel était étoilé, et il a pu voir qu'il a masqué pas mal d'étoiles à son passage d'une lenteur extraordinaire, chose qu'on a pu constater dans nos enquêtes de terrain. Je n'ai pas honte de ce que j'ai vu ce soir-là, je n'ai pas de toute façon aucune explication, je ne suis pas scientifique, mais je refuse d'entendre la thèse officielle qui explique que le 3e étage d'une fusée russe a traversé le ciel ce soir du 5 novembre 90. Tous les témoins que nous avons pu rencontrer, aucun ne fait état d'une rentrée atmosphérique et déclare que la thèse officielle par rapport à ce qu'ils ont observé ne tient absolument pas. Ils en sont persuadés. Effectivement, quand on analyse bien les cas, on enquête sur le terrain, on se rend compte que ce qu'ils ont vu, nous on sèche aussi. Hein, c'est compliqué. Oui, après, il y a un dénominateur commun à toutes ces observations. C'est vrai que je fais le parallèle avec la vague de l'automne 54 où ça a duré 1 mois et demi. C'était des soucoupes volantes, je schématise avec pour certains cas, des entités à proximité. Là, pour le 5 novembre 90, sur 1 heure de temps, on a des masses colossales avec soit des traînées ou comme des projecteurs à l'avant, et on a des faisceaux à l'arrière qui sont vus avec donc une masse noire avec des lumières, il y a un peu toutes les couleurs. Ça, c'est le dénominateur commun à toutes les observations. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui a fait aussi, ce qui a donné du grain à moudre aux sceptiques, c'est que la trajectoire de la rentrée, elle est identifiée, et de part et d'autre de cette trajectoire qui va de Strasbourg à Dax, on retrouve des témoignages, mais qui font état d'autre chose. Et de témoins qui tournaient le dos à la rentrée atmosphérique, et également qui observaient des phénomènes à l'heure verticale. Et là, dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure, il y a un changement de trajectoire, il y a du surplace, il y a pour certains cas des phénomènes qui font le tour d'un relais de télévision. Je pense au cas de Villavar, je crois que c'est... Ouais. Voilà, merci. Joël en a parlé longuement dans Lumière dans la nuit. Et voilà, donc tout ça, ça a disparu comme c'est arrivé.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est de recueillir encore des témoignages sur cette soirée. 35 ans après, on continue d'avoir des témoignages. Et on en aura encore. Alors, je vous ai mis un article du Maine, le quotidien Le Maine, donc en fait de la Sarthe, concernant un témoin, qui est un astronome. Je vais me retourner parce que je vois pas tellement. Donc qui lui observait un phénomène et donc il remet en cause effectivement l'hypothèse officielle. Donc il parle d'une masse impressionnante. Donc il décrit à travers cet article ce qu'il a observé. Je vous invite à aller le voir sur les différents panneaux d'exposition, donc vous aurez plus d'informations à ce sujet. Mais il est évident qu'il y a des témoins quand même qui connaissent très bien l'astronomie, l'astronautique, qui ont été confrontés à ce phénomène et qui remettent en cause l'hypothèse officielle et qui disent que ce qu'ils ont observé ne peut pas s'apparenter là aussi à une rentrée atmosphérique. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur l'astronomie par rapport à ça? J'interviendrai sur la diapo suivante. D'accord. Donc je vais laisser plutôt la parole à Didier pour la deuxième partie. Donc suite au document que tu m'as fait parvenir, donc je te laisse la main. Ouais, c'est simplement, je vois le bouquin de Robert Alessandri, donc qui a écrit. Alors c'est vrai qu'on n'était pas du tout d'accord tous les deux là-dessus. On s'était un peu frité par articles interposés, et j'ai pu discuter avec lui au Caipan 1 en 2014 à Paris, puisqu'il était, alors étrangement, il était là aussi. Pourtant, il n'avait pas ménagé le CEPRA à l'époque et Jean-Jacques Velasco. Ça a même fini devant les tribunaux. Et il a écrit un bouquin, voilà, le creux de la vague, qui est à gauche. En fait, lui, il a vraiment, déjà, il n'a pas fait d'enquête de terrain. Donc, alors que moi j'ai fait des enquêtes de terrain, j'ai rencontré les témoins. Lui, il est resté chez lui à Marseille et il a abordé plutôt le côté technique de la rentrée atmosphérique. Donc peut-être qu'il y a eu une incompréhension, et certains témoignages, moi, que j'ai eu ou que d'autres associations ont eu, comme peut-être les témoignages que vous avez recueillis ici, lui, il n'a pas eu connaissance. Donc on parlait peut-être pas tout à fait de la même chose. Parce qu'on s'aperçoit quand même, quand on rencontre les témoins, qu'on fait des études sur le terrain, par rapport aux distances, par rapport aux heures, rien que ça. La rentrée, je crois qu'elle démarre à 18h53 et elle dure 3-4 minutes. Moi, j'ai des témoignages qui font état d'observation. Les témoins sont précis, c'est 19h15, c'est 19h17. Alors, c'est vrai que c'est quelques minutes après, mais on peut pas, voilà, une rentrée atmosphérique, ça reste pas à se consumer dans l'atmosphère pendant 20 minutes. Et ça, même le CEPRA à l'époque l'avait confirmé. Mais il s'agit effectivement, quand on met 19h, ça permet de, entre guillemets, mettre la poire en deux. C'est une moyenne. Juste pour en revenir, pour rebondir concernant Velasco, monsieur Velasco, qui était donc le responsable de CEPRA, qui a géré avec son comité de crise, qui était un petit comité de crise au départ, mais qui a été agrandi par la suite. Il a écrit dans un de ses ouvrages, à force d'avoir des attaques, notamment il y a eu un procès conséquent avec l'ufologue dont on parlait, enfin le chercheur dont on parlait, a démissionné par la suite du CEPRA à cause des pressions de tout ordre, aussi bien à mon avis de sa hiérarchie en interne et comme en externe par rapport vis-à-vis des témoins, donc elle a arrêté à ce moment-là, quelques mois après. Oui, après, il a écrit un bouquin, alors qui est signé Jean-Claude Bourret, mais en fait, c'est Jean-Jacques Velasco qui l'a écrit. Je ne sais plus le titre du livre, mais dès qu'il a quitté le CEPRA, ensuite il a publié un bouquin, et ensuite il en a publié sous son nom plus tard, quand il était à la retraite. Le deuxième ouvrage qui émane d'un ufologue de terrain, un très grand ufologue, qui étudie essentiellement les phénomènes dans son département de Lyon, un petit peu dans l'esprit de Joël Ménard et tous les enquêteurs de terrain, que je vous recommande fortement. C'est La Vague de novembre 90, où il évoque un petit peu, d'ailleurs à l'instar de ce que tu as fait dans le département de l'Eure, chaque département aurait pu être traité sous le forme d'un ouvrage de cet ordre-là. Imaginez un petit peu le nombre d'ouvrages qu'il devrait y avoir actuel. Même si on constate malgré tout qu'il y a peu d'ouvrages sur le 5 novembre 90 pour la vague la plus conséquente, la plus majeure en France, sur un laps de temps aussi court, concernant des phénomènes de type OVNI. Tu veux dire quelques mots sur cet ouvrage, ou
Oui, après, Rémi fait un gros boulot dans son département, effectivement. Bon, le bouquin est sorti il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que c'est dommage que les associations locales ne se soient pas servies de cette masse de données. Voilà, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu. C'est vrai que ça mériterait un vrai bouquin avec peut-être une compilation de catalogues régionaux, départementaux sur cette soirée-là. C'est vrai que le Joël Ménard de la Lumière de la Nuit a consacré au moins une quinzaine, voire plus, de numéros au 5 novembre. Étrangement, il n'a pas sorti de livre sur la soirée du 5 novembre parce qu'il y avait vraiment matière. On a essayé de tout cibler par rapport aux différents ouvrages disponibles. Donc OVNI dans Lyon, effectivement. Et on constate d'ailleurs en lisant ton ouvrage assidûment, par rapport au cas que nous avons enquêté de terrain, on constate que c'est des mêmes types d'interrogations, les mêmes types de phénomènes. Et c'est ça qui est très intéressant. Un ouvrage qui vient de sortir, hein, c'est un des membres de l'association qui nous l'a fait découvrir. Euh, je crois que ça doit être Rémi, hein, Rémi Borne de Touraine Ufologique. C'est un ouvrage qui n'est pas disponible vraiment sur les plateformes, vous ne l'aurez pas sur Amazon et autres, hein. On essaiera de vous mettre le lien sur le site d'OVNI Anjou qui vient d'être créé. Il est sorti il y a quelques mois. Alors, c'est pas un livre technique, il parle de son observation, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle d'un point de vue du ressenti de son observation, ses interrogations, et le côté résiduel de ce qu'il a vécu, ce qu'il a imprégné. Et d'un point de vue psychologique, c'est un ouvrage qui mérite le détour. Et on va passer évidemment donc à l'incontournable et je dirais même le spécialiste en la matière, qui n'a malheureusement jamais, enfin il n'a pas observé le phénomène du 5 novembre 90, il était en train de ramener sa fille, il l'a ramené un petit peu plus tôt, et c'est 2-3 jours après qu'il a été informé en fait, d'après ce qu'il m'a dit, hein, de la vague du 5 novembre 90 par un de ses voisins qui l'avait observé à côté de chez lui. Hein, je sais pas, tu me... Donc, au centre, là, Lumière de la Nuit qu'on voit au centre, c'est le cas de Villavar. Voilà, c'est une forme de boomerang imaginez une centaine de mètres de haut entre le bas et le haut du boomerang avec quatre feux, enfin lumières qui laissent des traînées. Et ça, on le retrouve dans plein de cas, ce qui est extraordinaire, mais on le retrouve ça globalement dans le phénomène OVNI, c'est que chaque témoin va avoir un peu son interprétation de ce qu'il a vu, et avec des structures plus ou moins arrondies ou cigaroïdes. Donc ça, c'est une des particularités du phénomène OVNI. On retrouve pas, disons que chaque ville va avoir son ovni à lui, quoi. Et donc ça, c'est un peu Disons qu'effectivement, on pourrait faire, je dirais, un inventaire à l'après-vert, tellement chaque phénomène a des caractéristiques différentes. Et ce que je vais rajouter également, c'est que on a aussi constaté des phénomènes qui changeaient de forme en cours de déplacement. Qui pouvaient partir d'une sphère pour arriver à une forme parallélépipède et terminer sous forme triangulaire. Le cas que je vous ai exposé hier, le phénomène couvrait l'intégralité du champ visuel, mais en cours de déplacement, s'est transformé en forme de trois boules lumineuses formant un triangle. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi, là on oublie aussi de le signaler, il y a quand même eu des faisceaux de lumière au niveau du sol et des faisceaux de lumière tronqués, comme si ce qui était projeté s'arrêtait net. On retrouve ça dans l'ufologie par rapport à d'autres cas, notamment avec entre guillemets, des faisceaux de je ne sais quelle matière lumineuse ou quoi que ce soit, tronqués, courbes, enfin, etc., etc. et c'est pour ça, on va voir la couverture du bouquin de Franck Marie un peu plus loin. C'est pour ça qu'il a titré 400 ovnis sur la France, parce que pour lui, c'était pas le même engin qui avait été vu à plusieurs endroits. C'était vraiment des dizaines et des dizaines de structures qui avaient été observées. On va y venir. Juste un petit... concernant la troisième couverture, le parasitage des rentrées atmosphériques, c'est une des hypothèses qu'avait, il me semble, c'est Joël Ménard qui en avait un des premiers à en parler. Il pensait qu'effectivement que le phénomène OVNI profitait en fait d'événements, je dirais, naturels par rapport à des rentrées atmosphériques pour pouvoir parasiter, s'immiscer en ce sens. Chose qui a pu être constatée dans d'autres cas de rentrées atmosphériques antérieurement. On continue sur les couvertures. On va pouvoir parler effectivement du fameux film du professeur d'art plastique. Hein. C'est Monsieur Dupin, hein, de Souvenance, qui avait filmé un des phénomènes.
qui avait été analysé. Qu'est-ce que tu peux en dire? Cette vidéo, elle est passée en fait en direct sur TF1. Et donc là, bon, c'est pas de très bonne qualité, mais on voit bien, on devine comme on voit des points en bas et en haut à droite, on voit une masse triangulaire. Et bien à la télévision en direct, Jean-Jacques Velasco a dit non mais ça c'est la rentrée. Donc bon, c'est vrai que le film il dure je crois une cinquantaine de secondes. À l'époque, quelqu'un a filmé avec un caméscope. Bon, j'ai du mal à y voir qu'une rentrée atmosphérique. Euh, Même, enfin, en direct à la télé, c'est flagrant. On voit vraiment une masse triangulaire. Et donc, bon, mais c'était la version officielle à l'époque. Il fallait un peu faire taire l'opinion publique par rapport à des témoignages qui ressortaient de partout, quoi. Et le film à l'époque avait été vendu une bonne somme d'argent et celui qui l'avait filmé avait proposé à plusieurs télévisions et TF1 avait été le plus offrant pour essayer de tenter d'expliquer le phénomène. Deuxième couverture, bon, le même, voilà, avec des exemples également de phénomènes observés, ainsi que celui-ci. Joël Manard revient également sur une autre entrée atmosphérique, notamment bon, c'est pas le sujet du jour, mais de 1993, qui a touché quelques départements de France, mais pas tous. Et on va parler, et tu vas pouvoir nous parler de ton ouvrage. Voilà. Alors, juste par rapport à la couverture de ce bouquin, alors c'est une interprétation qu'on a fait graphique d'un cas qui est le cas de Jumelles. Donc c'est dans le département de l'Eure. Alors à l'époque j'étais en région parisienne et j'avais un copain qui était passionné d'ufologie et qui a commencé à enquêter. Et, euh, et en fait sur le 5 novembre on a eu une bonne dizaine de cas. Et celui-là, il est assez exceptionnel il y a deux personnes qui étaient le soir, un peu avant 19h, en train de discuter dehors ou à la porte du garage. Et puis tout d'un coup, ils ont vu cette masse-là, donc une grande masse triangulaire. Donc on l'a repris dans le cadre du DVD qu'on a fait sur le département de l'Eure. Donc avec une arête comme bombée au milieu, quatre feux, quatre projecteurs à l'arrière et deux faisceaux lumineux qui ont éclairé le sol et c'est passé de manière majestueuse pendant quelques secondes et puis ensuite ça a disparu. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a retrouvé dans le département de l'Eure. Bon, derrière on avait fait d'autres animations à Saint-Marcel aussi dans l'Eure, une masse triangulaire. Yvetot dans le 76, donc assez proche, pareil une masse triangulaire. Lalande, c'est pareil, c'est dans le 76, donc c'est à côté du département de l'Eure. Encore une masse triangulaire avec un feu central rouge, un peu comme ce qui avait été vu en Belgique avec la photo de Petit Rochet, même si on sait que c'est un canular. Mais voilà, on retrouvait par moment. Alors, il faut savoir aussi que la vague belge, on est en plein dedans là. C'est-à-dire que ça commence en septembre 89 et ça finit en mars 92. Donc, le 5 novembre 90, c'est une vague qui dure 1 heure et qui surgit sur le sol français alors qu'il y a au même moment des observations en Belgique qui durent depuis quelques mois et qui vont durer encore 2 ans. Donc ça, c'est aussi à mettre en parallèle parce qu'on retrouve exactement ce qui a été vu les mois précédents, les mois suivants en Belgique. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que ne l'oublions pas, 2 jours après, vous avez l'OVNI de Montréal, place Bonaventure, qui est un phénomène qui est observé aussi au-dessus d'un hôtel de grande dimension, pour lequel même des dimensions considérables et pour lequel donc il y a eu un blackout tout de suite après, mais qui reste quand même le cas le majeur d'observation à Montréal depuis l'histoire de l'ufologie. Oui, alors j'ai été témoin donc de ce phénomène, et ce que Didier Gomez et Frédéric évoquent. Moi, c'est la dernière impression que j'ai eue de ce phénomène, c'est cette masse que tu as évoquée. Cette masse sombre, puisqu'au départ j'étais confiant, je me suis dit bon, c'est des hélicos, puis j'ai pensé à des avions, je pensais au contexte géopolitique de l'époque, et à la fin, je suis pas peureux, habituellement, peut-être j'ai tort, et à la fin j'ai eu un peu peur.
Et je suis rentré chez moi, on avait un chien à l'époque. J'ai pas osé courir parce que ça aurait paniqué le chien. Et j'étais en zone urbaine, il y avait la Défense, donc vous voyez le quartier de la Défense à Paris. Et c'était cette impression d'une masse noire, et j'ai immédiatement fait le rapprochement avec ce qui se passait en Belgique au même moment. Et voilà. Et là, je connais dans une autre association, rien à voir avec les ovnis, un témoin franco-belge et qui, lui, a été témoin d'un phénomène lors de la vague belge des années 1989-11. Et le phénomène, oui, bah, ça ressemblait un petit peu beaucoup à ce qui est évoqué ici. Voilà. Ça, c'est mon témoignage. Merci Jean-Denis. Mais les témoignages sont tellement nombreux, on aurait pu l'évoquer aujourd'hui, mais il faudrait quasiment 1 heure pour pouvoir parler un petit peu des différentes étapes en fait de perception aussi de ce que l'on est en train de vivre et pas uniquement de voir, mais de vivre également. On va passer à l'ouvrage de quelqu'un que moi je ne connais, que je n'ai jamais rencontré, mais Ouais, c'est une petite anecdote puisqu'à l'époque, bon, moi j'étais à Paris depuis quelques mois et donc j'avais pris contact avec différents ufologues. J'ai pu rencontrer Jimmy Guieux et notamment Franck Marie aussi, avec qui on a fait quelques conférences ensemble. Et alors juste une petite anecdote parce qu'en fait, là il met une enquête choc 400 ovnis sur la France. Euh, Bon, il a fait aucune enquête, Franck Marie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une amie qui travaillait à l'AFP, et dès qu'il a eu connaissance de témoignages des articles de presse, il a fait passer dans l'AFP une petite dépêche en disant si vous êtes témoin, si vous avez été témoin vous aussi hier soir de phénomènes non identifiés, contacter la BIDU, la Banque internationale de données ufologiques, c'était son association, boîte postale Bagneux ou Châtillon, je ne sais plus ce que c'était, son adresse. voilà. Et du coup, il a eu des centaines de courriers et il s'est empressé de tout publier. Alors, il a tout compilé dans le bouquin, mais pour ceux qui ont le bouquin qui doit faire 600 ou 700 pages, il n'y a aucune enquête. C'est vraiment, il y a 4 lignes chaque fois. À tel endroit, monsieur déclare avoir vu ou madame déclare avoir vu ça. Suite à des courriers qu'il a reçus, mais moi, par exemple, on a retrouvé le cas de Chalonne-sur-Loire en forme de cercueil volant, et effectivement, c'est comme s'il avait fait un petit résumé, un petit schéma, mais qui correspond pas tout à fait en fait à la réalité de ce qu'on peut rencontrer sur le terrain. Mais les cas sont fiables. Là, j'ai mis d'ailleurs en version miroir, en fait. Donc, il avait passé une petite annonce, était passée un petit peu plus tard. Euh, et donc ici, vous retrouvez l'appel à témoins de la BIDU dans le Courrier de l'Ouest. Alors, en fait, des fois, quand il y avait suffisamment d'informations dans l'article, ça a été repris dans le bouquin, mais Franck n'a fait aucune enquête de terrain parce qu'il déjà il n'a pas eu le temps de les faire, puisqu'il y a eu des témoignages de quasiment de toute la France. Donc, mais lui, ce qu'il voulait, c'était publier rapidement ce bouquin. D'ailleurs, il a vu un peu grand parce qu'à l'époque, je sais il a publié son livre à 5000 exemplaires. Et donc après, il fallait aller de conférence en conférence pour prêcher la bonne parole. Donc on a fait quelques conférences ensemble. En fait, il a publié à compte d'auteur, quoi. En fait, il est pas passé par un éditeur. Voilà, en ce qui nous concerne pour la fin de la troisième partie. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses à rajouter. Oui, je ne suis pas très au fait de l'actualité, voilà, ufologique maintenant. Est-ce qu'il y a des vagues d'ovnis en ce moment en France qui sont de la même ampleur que celles qu'il y avait en 1990? Depuis le 5 novembre 90, nous n'avons pas vécu une vague en France de la même amplitude, de la même ampleur. Il y a eu parfois des mini-vagues d'observation. Nous, on a pu le constater par exemple été 96 en Anjou. Et dans le nord de la France, c'était au mois de septembre-octobre. Donc c'est plutôt des vagues localisées, mais des vagues d'une telle ampleur qui impactent tous les départements de France, mais pas que. Parce que celle-ci avait aussi impacté la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne. J'ai même retrouvé des articles en Pologne et même une prolongation avec des choses qui ont été vues en Russie.
Donc la vague ne semblerait pas être localisée uniquement là. Et là aussi, par rapport au type de rentrée atmosphérique, il y aura un travail conséquent à faire. Il y a eu aussi des articles italiens, espagnols. Donc la vague ne se limite pas uniquement à cette... uniquement, c'est un petit peu comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'est pas arrêté à la frontière. Après, c'est intéressant la question parce que on se pose nous aussi des questions par rapport au pourquoi des vagues, pourquoi il y a des vagues, pourquoi certains pays. En France, on a plusieurs exemples. Je parlais tout à l'heure de l'automne 54 où chaque village a eu sa soucoupe, hein, plus ou moins. Il suffit de regarder la presse de l'époque. Vous recherchez dans les archives départementales. Moi, c'est ce que j'avais fait pour mon département. De septembre à novembre 1954, vous allez trouver fatalement des témoignages. Donc la forme a changé avec les années. Là, on se retrouve en 90, même s'il y a eu beaucoup d'observations dans les années 73-74 aussi en France. Mais la 1990, ça dure grosso modo 1 heure. Et pareil, vous tapez 5-6 novembre 90 dans la presse, le journal à côté de chez vous, il va avoir fatalement des témoignages. Mais on n'a pas d'explication pourquoi sur ces vagues-là. Et je sais que il y a, j'ai perdu le nom il y a un gars qui était enquêteur au GEPAN qui a prédit une vague en 2034. Voilà, donc il va falloir. Voilà, Dominique Vaillant. Wait and see. Hein. Et donc, va falloir attendre quelques années pour voir s'il a raison ou pas. Et j'avais pu échanger avec lui. Bon, comme il était enquêteur à l'époque du GEPAN, ça passait pas trop d'avoir un enquêteur qui ait ce genre de prévision. Donc, on va voir. Mais selon lui, ça correspondrait à une logique. Bon. Un cycle. Quelle logique, oui. Mais c'est vrai, par contre, en faisant des enquêtes de terrain, ce que nous fait depuis pas mal d'années, on constate que toutes les constantes des vagues, on les retrouve également dans nos cas. À savoir la vague de 54, les années 73-74, 5 novembre 90, bon, une mini-vague au niveau de notre secteur été 96, mais on a toujours des phénomènes ovnis observés. On a des cas plus isolés en ce moment, on a peu de remontées, mais on a des remontées récentes. Et cet après-midi, on va vous exposer notamment un cas d'observation de type RR1 à peu près à 20 mètres de distance du témoin observé le 25 juin dans la région de Poitiers. Voilà. On va continuer si vous avez encore quelques questions. Oui, attends, j'ai récupéré le micro. Je voulais dire, dans le cas du premier cas, vous avez dit que les autorités avaient dit que c'était des débris, mais des débris de je ne sais quoi, de fusées russes, là, mais ils n'ont rien trouvé au sol. Non, mais c'est comme des météorites, c'est des petites particules, tout se désagrège dans le ciel. Et donc, si ça se désagrégé, de toute façon, le phénomène se répartit beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, on n'aurait pas retrouvé de traces au niveau parce que c'est quand même pas des gros éléments. Hein, ils se détruisent, ils se désintègrent en l'air. Et de fait de la distance, on n'aurait pas pu retrouver vraiment de débris en France. En fait, c'est ce qui a été dit, c'est les débris en fait qui faisaient partie du 3e étage de la fusée Proton, qui a à partir du moment où le satellite a été mis sur orbite, satellite de télécommunication qui a été identifié, le nom c'était Gorizon 21. Les débris qui ont lâché ce 3e étage, c'est ces débris-là qui se sont consumés en redescendant. Et ensuite, ça a fondu complètement dans l'atmosphère avec l'échauffement, voilà. Et c'est ça qui a été vu à des grandes distances et qui a fait, qui a fait des traînées de lumière blanche. Ça c'est voilà. Ça c'est l'explication officielle. L'explication officielle. Et moi, ce que je décris dans Lumière dans la nuit, numéro 310, moi ce que j'ai vu, c'est ça, c'est une traînée. Très haut dans le ciel qui suivait une trajectoire rectiligne. Sauf que les témoignages qu'on vous a présentés, enfin une partie des témoignages qu'on vous a présentés font état de absolument autre chose, quoi. Oui. Merci. Cette fusée russe qui a mis en orbite le Gorizon, satellite Gorizon, on sait la façon dont elle se démonte au moment du largage du satellite, c'est-à-dire qu'il y a une coiffe, peut-être que la coiffe part avant, ensuite il y a peut-être du matériel qui permet de caler le satellite
sur le troisième étage. Et il y a le troisième étage lui-même qui, lui, doit être assez résistant. Et les Russes ont fourni où on a pu trouver le mode d'emploi de ce désassemblage final. Alors, déjà trouvé, hier j'ai présenté donc la fusée Proton, un type, qui est une grande fusée, qui est très haute. Il y a différentes parties, effectivement, c'est sectorisé. De là à définir véritablement la partie, il disait la plateforme. Là, effectivement, on en a discuté hier. D'aucuns disent que la plateforme, c'est pour un élément, pas forcément un élément de séparation. Le doute est là, mais enfin, quand on voit la dimension des éléments, c'est 4-5 mètres, c'est pas non plus des choses considérables en termes de taille. C'est l'aluminium qui brûle bien. Et c'est du carbone. Ce qui pourrait expliquer effectivement qu'en fonction des composés, des caractéristiques des différents matériaux, il y ait des couleurs différentes lors de la désintégration et la chaleur produite dans la rentrée atmosphérique qui produirait du vert, du jaune, du bleu, etc. etc. On parle souvent d'objets non identifiés, mais j'aimerais savoir s'il y a eu des échanges avec des êtres, parce qu'on parle tout le temps d'objets. Mais... Alors pour le 5 novembre, il n'y a aucune entité qui a été observée. Enfin, de mémoire. Il y a des entités dans des témoignages. Il y a des entités, mais pas à cette époque-là, pas la soirée du 5 novembre. Pas dans le cas de ça. Oui, après on a des tas de témoignages d'engins posés au sol avec des entités qui font des choses abracadabrantes, qui vont ramasser trois brins d'herbe, 4 cailloux et qui repartent comme ils sont venus. Enfin, des témoignages assez absurdes en fait, mais ça on en a des centaines, oui. D'ailleurs, à ce propos, je vous recommande le film de Dominique Filleul sur Valençon 1965 qui est sorti récemment, malheureusement qui n'est pas diffusé partout. Et que on a eu la chance d'aller le voir. Effectivement, c'est un film qui met au centre le témoin, le témoignage, un petit peu tout ce qu'il a pu endurer, parce qu'il ne faut pas non plus oublier, dans beaucoup de cas, ce sont des gens qui subissent aussi des pressions de la part de leur famille, des moqueries, des railleries. Même comment dirais-je, de mettre au banc de la société parce qu'ils ont eu le courage de pouvoir témoigner pour pouvoir partager et aussi, comment dirais-je, exorciser un petit peu ce qu'ils ont pu voir. Oui, bonjour. J'aurais voulu vous demander si, fin des années, en 89, au début de l'hiver, vous avez eu des témoignages sur c'est pas des ovnis, mais j'étais avec ma femme un soir, on allait chercher de la volaille dans une ferme du côté de Brain-sur-Longuenay et c'était à la tombée de la nuit et on a vu des boules de lumière au-dessus des champs, mais on n'avait aucune notion de distance. On ne savait pas si c'était à 1 km, 10 km, ni à quelle hauteur. Et on a arrêté la voiture et il n'y avait pas un bruit, rien. Et les objets, ils bougeaient mais légèrement sur place. On était incapable de déterminer combien il y en avait. Et au bout de quelques secondes, ils sont remontés, mais ils ont disparu en 1/10 de seconde. De quelle couleur C'est-à-dire, à mon avis, il allait à une vitesse supérieure à la lumière. C'est difficile à déterminer. Dites-moi, de quelle couleur étaient ces lumière blanche, mais blanche, pas un blanc normal. Ce que je vous invite, c'est de nous retrouver tout à l'heure pour pouvoir qu'on puisse prendre en considération et en compte votre témoignage pour pouvoir mieux définir et voir effectivement s'il y a eu d'autres types de phénomènes observés dans votre secteur géographique dans ces années-là. Enfin, à mon avis, c'était immatériel. C'était pas un engin, c'était pas de la matière. Après, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est au niveau des associations, c'est d'arriver à comparer en fonction des formes, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout comment faire depuis le début des années 50 pour répertorier
les cas, ok, on consigne ça dans des archives, on fait des catalogues. Enfin, Rémi a publié un catalogue sur la Touraine, moi j'ai publié un catalogue sur le Tarn. Voilà, il y a des associations qui publient dans leur coin. Mais ensuite, on fait quoi de ça? Moi, dans les enquêtes que j'ai fait dans l'Eure par rapport au 5 novembre, ou dans le Tarn, où j'ai fait un catalogue depuis les années 50 jusqu'aux années 2004-2005, certains cas, j'ai réussi à les expliquer. Donc, ok, on s'en occupe plus. Celui-là est expliqué par un entraînement militaire ou une mésinterprétation du témoin. Ok. Mais pour les autres cas, en fait, est-ce qu'il faut chercher en fonction du lieu? Est-ce qu'il faut chercher en fonction des formes et comparer? Tiens, on a vu ça à Angers, on a vu des boules lumineuses du côté d'Orléans, on a la même chose du côté de Marseille. Bon, ça, on ne sait pas. Comment analyser les données une fois qu'on sait que le témoin a effectivement bien observé à telle distance, qu'on a pu faire le travail d'enquête de terrain. On est toujours aussi avancé ensuite. Donc la difficulté pour la recherche ufologique, c'est d'arriver à travailler à partir de ces données une fois qu'on a compilé ça et consigné ça par écrit. Peut-être qu'il y a, effectivement. Peut-être. Mais pour en revenir évidemment à votre question, les phénomènes des boules lumineuses, c'est quand même les cas qui nous sont le plus remontés et répertoriés. Des boules de couleurs différentes, avec des caractéristiques et des dimensions des fois considérables, avec une absence de bruit, des déplacements qui peuvent être très rapides. Et effectivement, tout le département est confronté à ce genre de phénomène. Nous, au niveau du catalogue, moi, j'en parlerai un petit peu, qu'on est en train un petit peu de mettre en place avec notamment la base de données. Bon, je suis en train de potasser gentiment un livre qui devrait sortir dans 1 an et demi. Du coup, qui va répertorier une partie des cas. On a plus de 300 cas. Rien qu'à l'échelle d'un département, sachant qu'au niveau statistique, il y a peut-être 1 cas sur 10 de répertorié. Je dis cas OVNI vraiment béton qui ne soit pas une erreur, une mésinterprétation d'un phénomène connu ou alors aéronautique ou autre. C'est vrai que c'est considérable. Et imaginez par département. Le travail qu'a fait Didier Gomez et puis Rémi Borne sont tout à fait symptomatiques de ce qui se passe réellement et concrètement sur le terrain. Chose qui n'est pas relayée médiatiquement et qui est complètement dénaturée et transformée au niveau d'Internet. C'est sportif. Oui, je reviens sur ce que disait Monsieur Gomez par rapport à justement qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a compulsé les cas, mais vous devez connaître, il y a Jean-Marc Watt qui, j'espère ne pas me tromper sur son prénom, Wattekamp, je crois, ou Watts, je crois que c'est Wattekamp. C'est Watts? Jean-Marc Wattekamp, ouais. Lui, justement, il a des projets là-dessus, de computer learning, quelque chose comme ça. Ça parlerait, il y aurait un peu d'IA dans cette affaire. Et je crois que lui, il se bat pour essayer de lancer. Il en avait parlé au Képan de mémoire. Ça pourrait être intéressant à ce moment-là de prendre attache avec lui. Ça peut être intéressant à condition qu'il y ait des remontées d'enquêteurs de terrain. À l'heure actuelle, il n'y a quasiment plus en France, faut dire, par rapport à des années où on en discutait tout à l'heure, il y avait énormément d'associations de recherche ufologique, mais s'il n'y a plus personne sur le terrain, vous n'aurez pas de remontée. Ou vous aurez des témoignages biaisés à travers d'Internet, comme il y a sur tous les forums, qui n'amènent absolument rien. Parce que rien n'est validé, rien n'a été contrôlé, rien n'a été vérifié. Ouais, juste une précision par rapport à ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on l'a pas abordé. Moi, j'ai commencé en ufologie dans les années 80-85, j'avais 15 ans. En 1990, il y avait 120 associations référencées en France. Il n'y avait pas Internet. Donc il fallait aller sur le terrain, rencontrer les témoins. Et c'est vrai que maintenant, avec Internet, n'importe qui peut créer une page sur des réseaux sociaux et s'improviser ufologue, recueillir des témoignages. Sauf que le plus important, à mon avis, c'est de continuer le travail que vous faites ici. D'ailleurs, je vous remercie pour l'invitation et pour tout ce que vous faites, tous les panneaux là, tout ce qu'on peut voir, parce que ça n'a pas de prix. Il faut continuer à rester
en association, parce que déjà, plus on est nombreux, plus c'est facile aussi de se structurer. Et puis, ça permet d'archiver aussi, hein, enfin, il y a Gilles qui est là pour le saut, d'archiver un peu tout le travail qui a été fait. Il y a des revues qui ont été publiées dans les années 60. Heureusement qu'il y a le saut, puisque sinon, ça serait parti à la benne depuis longtemps. Et dedans, il y a des enquêtes qui peut-être mériteraient d'être approfondies ou qui serviront plus tard. Alors peut-être avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire des recoupements intéressants, justement pour dresser un portrait robot du phénomène. Je sais pas, parce que c'est très très complexe et il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Mais au moins, ça servira aux générations futures, peut-être aux ufologues de demain, pour essayer d'avancer dans la compréhension du sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, si. C'est sportif. Oui, donc je voulais juste parler de Jean-Marc Watekamp. Bon, pour le situer, c'est un ufologue belge qui fait partie du COBEPS, qui a remplacé la SOBEPS, qui était l'association qui a enquêté sur toute la vague belge. Sinon, actuellement, on peut compter pour les associations, bon, on va peut-être en parler tout à l'heure. Nous, au SO, on a répertorié plus de 1200 associations en France depuis 1949. Actuellement, on va dire qu'il en existe encore entre 15 et 20. Certaines sont des associations de fait, donc pas déposées sous forme loi 1901. Mais effectivement, il y a eu une perte en ligne absolument considérable. Et il y a une perte en ligne aussi de toutes les archives qui allaient avec. Malheureusement, le SO ne peut pas être partout, n'est pas au courant de tout ce qui se passe quand quelqu'un ou qu'une association disparaît. Donc, malheureusement, on ne pourra sauvegarder que ce qu'on nous signale à sauvegarder. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de là où des raisons pour lesquelles le nombre d'associations a baissé autant? Moi, je dirais, première chose, l'évolution de la société, l'introduction d'Internet, qui facilite un certain nombre de choses, mais également empêche à certains de creuser un petit peu les méninges et de sortir de chez soi, comme faisait Joël Ménard. On fait déjà plusieurs fois Bourdon les Mollets, on allait au fin fond des campagnes françaises, pour essayer de récolter des informations, des éléments d'enquête. Je pense que c'est un premier point. Et je pense qu'il y a aussi un point de vue sociétal par rapport au fait que on est sur une niche, ça intéresse peu de gens, si c'était le côté spectaculaire ou les dérives galactiques. Voilà un petit peu Il y a ça, il y a aussi l'aspect financier, parce que à l'époque de la crise, avec le prix du gasoil, aller faire des enquêtes de terrain, prendre sa voiture. Enfin, moi j'ai fait ça pendant 4 ans et demi pour sortir le bouquin sur le Tarn. À l'époque j'étais facteur, donc j'avais du temps l'après-midi pour aller faire des enquêtes, mais faire les 4 coins d'un département, même si le Tarn c'est pas le plus grand département, mais il faut quand même y passer du temps. Faut mettre du gasoil dans la voiture, et voilà, c'est un investissement, et donc c'est aussi pour ça peut-être que les associations plus petit à petit ont arrêté d'avoir des enquêteurs, ont arrêté de publier des choses. Il y a aussi qu'il n'y a pas eu peut-être de relève avec la jeunesse. Donc, on en parlait hier soir. Il y a plein d'ufologues malheureusement qui sont plus là aujourd'hui, qu'on a très bien connus, personnellement, comme Joël Ménard, Gilles Dasbourdet, Jean Sider. Voilà, c'est des gens que j'ai côtoyés quand j'étais très jeune à Paris. Et voilà, donc il n'y a peut-être pas eu de relève aussi. Et puis maintenant, c'est un sujet, il vient d'en parler, Frédéric, c'est pas un sujet qui passionne les foules, quoi. Enfin, c'est pas très populaire, l'ufologie, on va dire. Voilà, on va arrêter là pour les questions-réponses. Donc cet après-midi, le programme, il y aura donc pour commencer la conférence de Charles-Maxence Laillé sur l'ufologie française à 14h15 jusqu'à 15h15, avec un moment d'échange avec le public, suivi la conférence de Jean-Michel Farneau et moi-même pour les cas inédits
et enquêtes en cours, notamment aussi une revisite de cas qui va vous intéresser concernant ce on a pu découvrir, et notamment un cas de R1 en plus en tant qu'enquête du mois de juin, observation à moins de 25 mètres d'un phénomène extraordinaire. Je vous remercie. N'oubliez pas que pour soutenir l'association, vous pouvez acheter les ouvrages présents dans la salle. Un pourcentage est reversé pour soutenir les activités de l'association et pour la pérennité de la manifestation. Vous avez également une petite boîte pour la participation gratuite. On tient à conserver cet état de fait pour laisser que tout le monde puisse accéder à l'information, que tout le monde puisse aussi la partager. Ça, c'est quelque chose qui nous semble essentiel, sachant que voilà, les gens qui ne connaissent pas puissent continuer et qu'on puisse envisager la 5e édition déjà sous les bonnes auspices. Merci à vous, bon appétit et peut-être à tout à l'heure.